L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, toujours divisée par rapport à la démission du président de la structure. La tension est toujours aussi palpable au sein de l'UNPCB. Des rumeurs persistantes de grippe aviaire depuis quelques jours dans certaines localités du Burkina. Nous aurons dans ce journal la réaction d'un responsable des services vétérinaires. Et puis le colonel Gustave Palenfo a désormais les rênes de l'armée de l'air. Il s'engage à consolider les acquis tout en intégrant les innovations. Il a reçu le bâton de commandement des mains de son prédécesseur, le colonel-major Théodore Palais. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Mais avant de développer tous ces titres, ce décret présidentiel. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-04 presse trans PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, vu la loi le décret numéro 2014-01 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-04 presse trans PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, vu la loi organique numéro 2011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, le Conseil des ministres de la Transition, entendu en sa séance du 25 mars 2015, décrète, article 1, sont nommés membres du Conseil constitutionnel par un mandat unique de 9 ans les personnalités dont les noms suivent Madame Ari Diata Dakouré Séré, magistrat de grade terminal classe exceptionnelle à la retraite, en remplacement de Madame Elisabeth Yoni, matricule 17016W, inspecteur principal du Trésor, dont le mandat est arrivé à terme. Monsieur Boureyman Sissé, commissaire de police à la retraite, en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste Ilboudou, ministre plénipotentiaire, dont le mandat est arrivé à terme. Monsieur Anatole Tchendrebego, ambassadeur à la retraite, ministre plénipotentiaire de grade exceptionnel, en remplacement à M. Salif Nebié, décédé. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. C'est signé Michel Kafando. Suite donc de ce journal, les populations affectées par la construction du barrage de Samandeni ne sont pas satisfaites des dédommagements reçus. Elles ont tenu une assemblée générale pour réclamer que toutes les promesses faites soient respectées. Des précisions avec Moumouni Barou. Plus rien ne va entre le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, P10, et les populations affectées par la construction du barrage. La raison, les promesses faites au début de l'exécution du chantier par le P10 semblent ne pas tenir chemin aux yeux des populations riveraines. Et depuis le début du processus de dédommagement entamé en 2011, seuls quelques chanceux ont pu être indemnisés, mais de façon incomplète, d'où la frustration des populations des 12 villages affectés. Les promesses qui nous avaient été faites au début, il n'y avait pas de raison qu'on s'élève contre le barrage. Mais aujourd'hui, quand on fait une comparaison de ce qui était prévu de faire et de ce qui se passe réellement, et surtout quand on fait une comparaison dans l'espace par rapport à ce qui se fait, quand vous prenez des projets comme la maîtrise d'ouvrage de Donsin, le projet Bagré-Paul, qui indemnise dans des conditions nettement meilleures, nous estimons que nous avons aussi le droit à cette indemnisation et nous avons aussi le droit d'être relocalisés dans de meilleures conditions parce que nous savons aussi que l'État burkinabé a pris des dispositions pour que les populations qui sont dans la cuvette du barrage soient délocalisées et réinstallées dans les meilleures conditions. Donc il n'y a pas de raison qu'on revienne nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour que nos populations puissent être relogées dans des conditions vraiment idoines. Certains villages, à l'heure actuelle, n'ont pas encore reçu leur indemnisation au dire des populations. Aujourd'hui à Sikorla, nous, on n'a rien reçu comme argent. C'est d'abord ils sont venus pour dédommager les plantations. Ce problème de plantation aujourd'hui, si ce n'est pas des problèmes, nous n'avons rien vu. Ce n'est que des problèmes. C'est mal compté, les arbres sont mal comptés. Il y a des gens qui sont quasiment laissés comme ça, on n'a rien touché. Et l'argent qu'ils prétendent nous donner, c'est vraiment des miettes. Comparativement à ce que nous avons vu, c'est des miettes. Vous avez entendu, 8 000 francs un plan, un manguier. Il y a par exemple moi, ma famille, mon papa, il a plus de 300 pieds.
Mais quand ils sont allés pour compter, ils ont trié compter. Et les palmiers qui sont là, qui n'ont pas compté, on a ce grand problème qui est là. Alors il y a d'énormes difficultés par rapport à cette question de plantation à Sikor-là, et particulièrement dans presque tous les villages qui sont ici aujourd'hui. Alors deuxièmement, les habitations. Ils nous avaient promis de nous livrer les constructions, la clé en main. Mais après ils sont revenus dire qu'ils vont nous payer de l'argent pour aller construire nous-mêmes. Mais jusqu'à présent, ce qu'ils ont promis, par exemple, pour qu'on puisse aller construire, nous n'avons rien reçu jusqu'à présent. Sur les nouveaux sites d'hébergement, les infrastructures économiques, sociales et culturelles peinent à sortir de terre, faute d'argent. Pour ceux qui y vivent déjà, c'est le calvaire. Les infrastructures d'adduction en eau potable font défaut. Le plus grand souci, c'est le problème d'eau. Depuis que nous avons aménagé sur le nouveau site, il n'y a pas d'eau. Nous ne disposons que de 2 fontaines seulement pour l'instant. Pour mettre fin à la souffrance des populations, le cadre de concertation entend faire recours à la justice. Nous allons nous attacher bientôt les services des avocats pour peut-être procéder aux réclamations par rapport à nos paiements. Parce qu'il y a des choses que nous voyons sur les documents qui nous ont été payés, mais alors qu'en réalité nous savons que rien n'a été fait. Si vous prenez les arbres, des produits ligneux, les carités, le néré, sur le document du plan de développement social environnemental du P10, c'est bien libellé que les produits ligneux doivent être dédommagés, mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, la cuvette de barrage fait 54 000 hectares qu'on a dépossédé, qu'on a pris avec les paysans. C'est réduire leur capacité de production. Vous ne pouvez pas faire ça sans pouvoir dédommager cette appropriation-là. La loi foncière est tout à fait édifiante là-dessus. Quand on prend la terre de quelqu'un, il faut bien dédommager. Mais le P10 n'a pas encore 20 francs par rapport aux terres qu'on nous récupère aujourd'hui. En tous les cas, les populations réclament la suspension pure et simple des travaux de construction des barrages en attendant que le processus de délocalisation et de réinstallation soit réexaminé dans un climat plus serein. Suivons à présent la réaction du coordinateur du programme de développement intégré de Samandeni. Il appelle les populations au calme et les invite au dialogue avec les autorités administratives en vue de trouver un terrain d'entente. Nous l'écoutons. Tous les problèmes qui sont posés, il y en a et dont nous avons déjà commencé à chercher les solutions. Les problèmes d'insuffisance d'eau, nous avons déjà une idée. Nous comptons au cours des prochaines phases du P10 qui vont commencer peut-être dès 2017, vraiment renforcer la couverture en eau en réalisant peut-être des systèmes d'adduction d'eau potable sommaire dans les différents villages. Les terres agricoles, nous avons obtenu l'accord du ministre de l'Économie et des Finances pour inscrire donc leur budgétisation en 2016. Les indemnisations qui ne sont pas encore payées jusqu'à présent, parce que depuis 2013, nous avions donc des déficits budgétaires. En 2015, nous avons les inscriptions budgétaires conséquentes. Il reste à ce que le ministère de l'Économie et des Finances débloque donc les fonds pour les mettre à notre disposition. Et quant au niveau des indemnisations, il faut dire qu'en réalité, les niveaux des indemnisations de Samandeni ont été arrêtés avant les autres projets qui sont venus après. Et au départ, donc, ces niveaux étaient acceptés par les populations. Et c'est sur cette base que nous avons commencé à les payer pour ce qui concerne les arbres. Pour ce qui concerne les maisons, nous-mêmes, nous avons procédé à une réévaluation. Et les chiffres qui ont été publiés dernièrement dans certains organes de presse sont en réalité dépassés. Voilà. Puisque pour les indemnisations des maisons, nous sommes passés d'un niveau global de 1,7 milliard à un niveau de 4,1 milliard. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons procédé à une réévaluation, mais il faut signaler qu'il n'a jamais été dit dans les documents que nous avons reçus quand nous avons pris le projet en 2009, qu'il s'agissait de construire des maisons clés en main, comme ça se fait peut-être sur certains sites miniers. Cela n'était pas prévu. Et les cotonculteurs qui ont toujours maille à partir avec l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Cette fois, ce sont les producteurs de coton du Houé qui demandent des explications sur un bureau parallèle de l'Union provinciale qui aurait été mis en place. L'atmosphère était plutôt délétère hier au siège de l'UNPCB à Bobo-Dioulasso, à Hadi Sandamba. Ce mardi 24 mars 2015, jour normalement ouvrable au Burkina Faso. Mais au siège de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, seul le gardien est en service.
La cause, des cotonculteurs venus de différents départements du Houé sont en mouvement d'humeur. Ils ont pris d'assaut le siège de leur structure pour exprimer leur ras-le-bol. Le mois passé, Carib a mis un bureau parallèle au niveau de la province du Houé. Il y a un bureau qui est là, qui fonctionne, qui est connu. C'est là les propriétaires du Houé ont dit non et ils reconnaissent que le bureau qui est installé depuis fort longtemps. Karim va se lever, aller dans les institutions financières, bloquer tous les comptes de l'Union provinciale. Ça veut dire que l'ancien bureau n'a plus de fonds à gérer. Et c'est là qu'ils sont mobilisés, ils ont appelé les autres provinces là, en tout cas ils vont aller demander à Karim. Ils ont pris rendez-vous avec lui aujourd'hui pour venir lui demander pourquoi un bureau parallèle et pourquoi ils ont bloqué les comptes. Sur le terrain, tous les locaux sont fermés. Les manifestants ne pourront donc pas rencontrer le président de l'UNPCB. Ils sont plutôt face aux forces de l'ordre et de sécurité. Nous sommes arrivés premièrement, on était assis devant la porte de l'UNPCB et c'était fermé. Et comme c'était fermé là, entre-temps les CRL là sont arrivés et puis les gendarmes là, ils nous ont dit de quitter, de ne pas rester là-bas. C'est là que tout a dégénéré. Des forces de sécurité face aux manifestants qui sont munis de projectiles et autres armes. D'un côté, c'est le maintien de l'ordre. De l'autre, c'est insister pour avoir accès aux locaux de l'UNPCB. S'ils veulent que le coton, que les gens continuent à produire, Karim n'a qu'à venir. On va s'entretenir. Et après l'entretien maintenant, si la vie du coton va continuer, ça va continuer. Si ça ne va pas se continuer également, ça va s'arrêter. Du retour également, nous savons que dire à nos producteurs. Tant que Karim ne partira pas, peut-être la campagne prochaine là, même les engrais que la Sovitex a déposés, nous allons demander à ce qu'ils viennent les chercher. Et on lui a demandé de démissionner, il reste toujours. Et je sais que s'il ne démissionne pas, les producteurs ne vont pas quitter. Même si la sécurité est là, ils n'ont qu'à aller, nous sommes prêts pour tout. Une détermination à aller jusqu'au bout qui semble ne pas faiblir. Et avant que nous ne quittions les lieux, les cars continuaient d'amener du renfort du côté des producteurs de coton. Autre lieu, autre préoccupation, des rumeurs persistantes de grippe aviaire dans certaines localités au Burkina Faso depuis quelque temps. 3 foyers auraient été localisés à Ouagadougou, à Koubri et dans le Sanguier. Une équipe de la télévision du Burkina a rencontré un des responsables des services vétérinaires pour de plus amples informations. Suivons Nathalie Sawadougou Nabaloum. Suite à des informations faisant état de mort de volailles dans certaines fermes de la ville de Ouagadougou et ses environs et certaines régions, la rumeur fait courir l'épidémie d'une grippe aviaire. Cette rumeur, vite saisie par le département en charge des ressources animales, a été prise au sérieux pour avoir l'état réel de la situation. Les premiers foyers de mortalité courant février ont concerné des fermes de volailles modernes dans la ville de Ouagadougou, autour de Ouagadougou, avec des signes à dominante respiratoire. Nous avons eu par la suite une deuxième série de mortalités qui ont concerné la province du Sanguier, principalement les villages de Batondo, Baguiemo et puis Naponé. Là, c'était courant février. Et là, vous savez que nous sommes dans le système d'aviculture traditionnelle. Le troisième groupe de foyers a concerné le centre de promotion de l'aviculture villageoise. Des équipes ont été envoyées sur le terrain pour un diagnostic et des échantillons ont été prélevés pour analyse. Nous avons dans un premier temps diagnostiqué au niveau du laboratoire. Donc la forte suspicion est allée vers la maladie de Newcastle pour les premiers cas qui ont été diagnostiqués pour des problèmes respiratoires. Mais les derniers cas du sanguier, du Cepavi, il y a également, là, il y a par contre une forte suspicion d'influenza aviaire, comme vous l'avez dit. Les échantillons ont été collectés, analysés ici, donc comme je vous l'ai dit, avec cette forte suspicion, mais ont été envoyés hier soir pour confirmation à ce laboratoire de référence là qui se trouve en Italie. Mais en attendant confirmation ou infirmation des résultats, le ministère en charge des ressources animales a pris des mesures conservatoires et d'accompagnement. La plupart des poulaillers qui étaient sérieusement atteints ont été mis sous vide sanitaire, c'est-à-dire que les volailles ont été enlevées. Et la désinfection a également démarré. Au niveau de la ferme de Koubri, ce dernier cas est plus préoccupant parce que la ferme, les mortalités se chiffraient par milliers. Et lorsque vous êtes dans une situation pareille,
la destruction des cadavres est un moyen pour limiter la propagation. Le directeur général des services vétérinaires écarte la panique, mais appelle la population à se départir de la consommation de cadavres de volailles. Et surtout, de nous alerter, de nous aviser pour tout cas de vente ou de circuit de commerce qui s'organiserait autour de ces cadavres-là. Le décret portant organisation du pèlerinage à la Mecque, le dossier portant gestion des frontières du Burkina, mais aussi la pénurie d'eau. Voici quelques points qui ont retenu l'attention du Conseil des ministres de ce mercredi. Abdoul Rasmane Zongo nous en dit davantage. Sur la pénurie et les coupures d'eau courante ces derniers temps à Ouagadougou et dans bien d'autres villes du Burkina, le ministre des tutelles rappelle les causes et évoque quelques pistes de solutions pour soulager les populations. Nous avons une demande en eau qui est importante face à une disponibilité qui est faible. La disponibilité donc de la ressource. À titre, quelques chiffres là, nous sommes autour d'une demande de 170 000 mètres cubes d'eau par jour, alors que la capacité de l'ONEA à produire cette eau-là est de l'ordre de 150 000 mètres cubes par jour. Donc ce qui fait un déficit d'environ 15 000 mètres cubes par jour. Les solutions pour 2015, ça va être de réhabiliter des forages. Nous réfléchissons à long terme. Et le long terme, c'est quoi? C'est faire en sorte que Ziga, que nous appelons Ziga 2, puisse nous permettre d'augmenter, de doubler la capacité de production et de traitement d'eau au niveau de Ziga. La question du pèlerinage à la Mecque s'est aussi invitée à ce Conseil des ministres. Le décret qui organise le Hajj datait de 2012 plutôt, et il était question, n'est-ce pas, de prendre de nouvelles dispositions. Il s'agit effectivement du mandat des agences de voyage. Il s'agit également du mandat du comité de suivi du pèlerinage à la Mecque. Donc tout cela était encadré donc dans un décret, et il était question donc également, à la lumière des réflexions qui ont été menées dans le cadre d'une commission que j'ai mise sur pied en début d'année 2015, que nous puissions intégrer tout cela et faire en sorte que l'ensemble des dispositions qui ont été proposées par la commission soient intégrées dans ce nouveau décret, et que globalement maintenant on puisse envisager vraiment d'organiser le Hajj dans de meilleures conditions. En plus de l'organisation du Hajj, le ministre Auguste Denis Bari s'est prononcé sur la gouvernance frontalière. Depuis quelques années, le Burkina s'est inscrit, en tout cas dans une meilleure gestion de ses frontières, intégrer un certain nombre de facteurs. Un facteur lié aux aspects institutionnels et réglementaires imposés par la CEDEAO et l'Union africaine, qui imposent qu'un certain nombre de normes soient respectées par les États à l'échéance 2017. Il s'agit également pour notre pays de faire en sorte que certaines préoccupations qui existent entre des États voisins et nous-mêmes, que nous puissions donc les gérer de la façon la plus appropriée. Toutes choses qui contribuent à une meilleure gestion des frontières terrestres du Burkina, tout en respectant davantage les normes régionales et internationales irrélatives. Autre point de l'actualité, les états généraux de la justice se poursuivent aujourd'hui avec les ateliers. Au total, 5 ateliers sont prévus, dont un sur la réhabilitation de la confiance entre la justice et les justiciables. Des précisions avec Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Les états généraux de la justice veulent réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. Face à une centaine de participants, Maître Guy Hervé Kam, communicateur de cet atelier, livre un exposé sur les raisons de la méfiance et de la perte de confiance entre le justiciable et la justice burkinabé. La question de la confiance entre la justice et les justiciables a toujours été posée. Il y en a plusieurs causes, mais une chose est certaine, c'est que les justiciables comprennent que la justice peut ne pas avoir des moyens. Les justiciables comprennent que les procédures peuvent être longues, mais ce qui pose essentiellement problème, c'est une question de confiance posée en termes de corruption. Lorsque le justiciable a l'impression qu'il a perdu le procès tout simplement parce que le juge ou un acteur a pris de l'argent, là, ça pose un problème fondamental. Les textes sont à revoir pour
rendre la justice plus accessible. Pour réconcilier donc le peuple avec son système judiciaire, les participants à cet atelier devront ensemble trouver la panacée contre la corruption et l'impunité. Au sortir de ces états généraux-là, il y a un engagement réciproque. Au niveau du gouvernement, il y a un engagement à lutter contre la corruption, à ne pas tolérer la corruption. Qu'au niveau des magistrats et des autres acteurs de la justice, il y a un engagement à servir donc l'intérêt général et non des intérêts particuliers à travers la corruption. Et au niveau des usagers, il y a un engagement à ne pas donc inciter, à ne pas tomber donc dans ce commerce illégal donc qui est la corruption. De ce point de vue-là, il me semble que si tous prennent donc des engagements pour lutter contre les facteurs favorables à la corruption que nous connaissons, certainement, en tout cas, ce sera un bon début de solution. Outre le thème sur la réhabilitation de la confiance entre les citoyens et la justice, 4 autres questions sont traitées simultanément pour répondre aux préoccupations des populations. Comment rendre effective l'indépendance de la magistrature pour garantir l'impartialité? Comment faciliter l'accès à la justice et à la compréhension du droit? Comment assurer le bon fonctionnement du service public et de la justice? Et enfin, comment prendre en compte les droits humains à toutes les étapes de la justice pénale? Et puis la Fédération internationale des transporteurs parle de la privatisation du secteur du transport avec le Premier ministre. Les échanges ont également concerné d'autres préoccupations dans le domaine. Nous écoutons le porte-parole de la délégation à l'issue de l'audience. Il y a quelques problèmes qui doivent être résolus. Il y a une convention corrective, par exemple, que le Premier ministre va nous assister à mettre en œuvre. Aussi, il y a des problèmes concernant les privatisations ici qui vont être résolus et aussi les problèmes des travailleurs dans le secteur des rails. Nous allons continuer avec le dialogue social entre nous, les travailleurs dans le secteur du transport, le gouvernement et notre employeur dans le secteur du transport. Elle a des propos recueillis par Ousmane Drabo. Et pour ouvrir la page politique de ce journal, nous mettons le cap sur l'Est où le président du mouvement du peuple pour le progrès est allé à la rencontre des militants dans la Nyanya et la Komandjari. Une tournée de mobilisation qui a permis aux responsables du MPP d'être en contact avec la base dans cette région. Lambert Soma. De Mani dans la Nyanya à Gayeri dans la Komandjari, en passant par Bogandé, Piela, Bilanga et Yamba, Rochma Christian Kabore dit être venu apporter ce message à ses militants. Il était important pour nous, d'une part, de venir nous présenter devant ces populations afin qu'on mette un visage au moins sur le nom et que deuxièmement, nous puissions continuer à inciter les populations à aller s'inscrire massivement pour le vote du 11 octobre. Partout où il est passé, Rochma Christian Kabore a salué la mobilisation et l'engagement sans faille des populations. Pour ces dernières, ces rencontres ont le mérite de les galvaniser davantage. Si on croit en quelque chose qu'on n'avait pas vu et maintenant qu'on a vu, ça renforce la conviction et je sais que ça va encore donc, galvaniser les populations pour nos élections futures. Le président du MPP a aussi abordé des questions d'intérêt national avec ses militants. Nous demandons au peuple burkinabé de rester vigilant, d'ouvrir l'œil contre cette forfaiture que certaines personnes préparent de manière à défendre la transition et de la permettre d'atteindre ses objectifs. Des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses ont ponctué les différentes étapes. De plus, le bureau politique national du MPP a offert du matériel de sonorisation aux sections et sous-sections du parti. Au bout de 48 heures de tournée, c'est un satisfecit général qui se dégage. C'est un bilan de satisfaction parce que nous avons constaté que partout où nous avons tenu des meetings, il y a eu une mobilisation qui s'est faite de façon spontanée. Ce qui montre bien que les populations dans toutes les communes s'apprêtent véritablement à participer activement
je dirais, compétition électorale à venir. Rochma Christian Kaboré a lancé un mot d'ordre à ses militants, à savoir « Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale complémentaire car c'est ainsi que vous serez acteur du changement auquel vous aspirez. » La présidente du Parti pour le développement et le changement, elle a animé un meeting de pré-campagne samedi dernier dans la commune de Soudugui. Objectif, une mobilisation pour les batailles électorales à venir. Sarah Séré-Sérémé appelle les militants et sympathisants du PDC dans cette localité à être de vrais électeurs. Daniel Kambou. C'est par cet accueil des grands jours que Sarah Sérémé et sa délégation ont parcouru le Kouloukoulou dans le centre-est. Les localités visitées, Soudugui, Yardatenga, Sanga et Ouargaï, le chef-lieu de la province. À toutes ces étapes, les jeunes, les femmes et les anciens de ces localités visitées par la voix de leurs représentants ont dit leur appartenance au parti pour le développement et le changement. Ensemble, ils promettent la victoire à la présidente du PDC au soir du 11 octobre 2015. Nous voulons qu'elle soit, pour nous, une lumière sur les femmes, qu'elle nous garde. Elle a fait une bonne chose. Elle veut nous éveiller dans notre foyer et dans notre famille aussi, dans le Koulpelro aussi. On dit changement véritable, c'est les hommes dirigeaient. Maintenant, il faut les femmes. Changer, c'est changer très bien. Et suivre les femmes pour voir aussi ce que la femme peut faire pour sa population. Ma migration vers le PDC n'est pas une décision de moi-même, c'est une décision de l'ensemble des militants du Koulpelro. Et la mobilisation que vous avez vue aujourd'hui est une explication à cela. Si j'avais refusé d'écouter ma base et j'ai décidé autrement, peut-être à ce meeting-là, je serais arrêté seul. Ce fut l'occasion pour Sarah Sérémé d'appeler les populations des localités visitées à s'inscrire massivement sur les listes électorales, véritable moyen de combat pour amener le parti du cheval blanc au palais de Kossiam, a-t-elle ajouté. Nous avons vu une population mobilisée, nous avons vu des anciens affirmés qui n'ont jamais vu autant de mobilisation, particulièrement des femmes. Nous avons entendu des propos qui démontrent tout ce que certains, soi-disant intellectuels, entre guillemets, aiment dire, soi-disant qu'une femme ne peut pas gérer le Burkina Faso. Et ce que nous entendons ici dément vraiment, totalement, tous ces on-dit, parce que nous sommes au Burkina profond, mais vraiment l'engagement est total. Et c'est ce qui me réconforte, de savoir que nous ne sommes pas sur le mauvais chemin, mais que nous devons continuer sur la voie que nous avons entreprise, malgré les écueils, malgré tout ce que nous pouvons avoir devant nous. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'une tournée du PDC, Parti pour le développement et le changement dans l'ensemble des provinces du Le colonel Gustave Palenfo est le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air. Il remplace le colonel-major Théodore Palais, appelé à d'autres fonctions. La passation de commandement est intervenue hier soir en présence de Karim Patrick Namouano. La tradition militaire a été une fois de plus respectée. Le colonel-major Palais Théodore passe le commandement de l'armée de l'air au colonel Gustave Palenfo. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air opte pour un management proactif. Si on se fie aux moyens, on ne va rien faire. Moi, mon problème, un objectif, quand on a une vision, on n'a pas besoin de moyens. La vision, c'est ce qu'on veut. On se donne les moyens. Maintenant, la réalisation de la vision dépendra des moyens qu'on planifie. Si les moyens sont obtenus rapidement, on l'atteindra rapidement. Si les moyens ne sont pas obtenus rapidement, on l'atteindra. Mais l'essentiel est d'avoir une vision, de savoir où on veut aller. Si on ne sait pas où on veut aller et on veut travailler, en tenant compte des moyens, on ne va jamais travailler. Le soutien tout azimut de la hiérarchie militaire est pour lui indispensable. La nouvelle vision du commandement est un atout salutaire. Les conflits récents dans notre sous-région et partout ailleurs dans le monde ont révélé l'importance de la troisième dimension, la dimension aérienne, dans le traitement des conflits. Et en ce sens, les plus hautes autorités de l'État ont déjà donné leur accord pour l'étude en vue d'acquisition d'aéronefs adaptés à la nature des menaces qui se trouvent dans notre environnement. Vous avez pu voir défiler actuellement récemment quelques avions de chasse
Nous avons aussi acquis depuis 2 ans un avion de reconnaissance et ces efforts vont se poursuivre afin de permettre aux forces armées nationales de réussir leur mission et ceci se fera avec l'armée de l'air. Le colonel Gustave Palenfo et ses hommes sont donc attendus sur le front de la préservation de l'intégrité territoriale. Avec plus de 2000 heures de vol à son actif, ses nombreuses décorations et ses brevets d'instructeur pilote, l'officier supérieur de l'armée ne manque pas d'expertise pour conduire ses troupes là où le devoir les appelleront. Et puis, on n'est plus tellement loin du nouveau référentiel de la décentralisation en cours au Burkina Faso. Les comités de réflexion restituent les résultats de leurs travaux qui devraient être amendés avant validation, mais d'ores et déjà, le rapport provisoire indique des avancées du processus, même si des efforts restent à fournir. Draman Guéné. Le processus de décentralisation est en cours au Burkina Faso depuis plus de 20 ans. Afin d'en identifier les forces et les faiblesses, le secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation a produit 4 rapports thématiques. Ces rapports, qui sont en cours de validation, présentent un bilan plus ou moins satisfaisant du processus. D'une manière générale, on peut considérer que nous avons fait de grands pas sur beaucoup de domaines. L'offre de services publics a augmenté sensiblement. On sent aussi une meilleure participation des populations au développement à la base. Il y a un intérêt évident que l'on remarque au niveau des citoyens par rapport à la gestion des affaires locales. Donc sur ce plan, il y a quand même des progrès. Cependant, on n'est pas satisfait surtout du fait qu'on n'ait pas pu relever les défis en matière de mise en place des services sociaux de base, tels que les populations le souhaitent. Si vous remarquez dans la presse, sur les radios, les citoyens continuent de se plaindre par rapport à certaines communes. Et ça, ce sont les faiblesses vraiment du système, qui sont liées au fait que les ressources sont faibles par rapport aux attentes des citoyens. Les membres du comité de rédaction ont réfléchi sur la gouvernance locale, la déconcentration, la planification locale et le financement de la décentralisation pour dresser ces 4 rapports. Des rapports qui, une fois validés, seront fondus en un document global des 20 dernières années de décentralisation au Burkina Faso. La République de Chine, Taïwan, apporte son soutien pour le bon déroulement des élections au Burkina Faso. L'ambassadeur de Chine-Taïwan a remis un chèque d'1 million d'euros et des ordinateurs à la CENI pour une meilleure organisation des élections à venir. Claudine Bikaba. Un chèque d'1 million d'euros et 325 ordinateurs, dont 25 ordinateurs portables, sont remis ici symboliquement au président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Un don de la République de Chine-Taïwan estimé à environ 984 millions de francs CFA destiné à appuyer la CENI dans l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques qui répondent aux aspirations du peuple burkinabé. La République de Chine-Taïwan accorde un grand intérêt à la stabilité et à la bonne gouvernance. C'est l'occasion pour moi ici d'inviter tous les partis politiques, l'organisation des sociétés civiles et la CENI à faire preuve de responsabilité et à faire en sorte que l'ensemble des Burkinabés en âge de voter puissent exercer leur droit de vote en toute liberté pour une transition paisible et démocratique. La Chine-Taïwan dit s'être jetée à l'eau pour que les autres partenaires du Burkina puissent emboîter ses pas afin que les élections législatives et la présidentielle d'octobre prochain soient un succès. Et pour que cela soit une réalité, le pays aurait besoin de 54 milliards de francs CFA selon Barthélemy Kéré qui salue ce geste de la Chine-Taïwan. Donc ce million d'euros va être effectivement investi, en tout cas une bonne partie, dans le volet qui concernera donc la question du traitement des résultats et la transmission des résultats pour pouvoir être sûr qu'effectivement on pourrait avoir les résultats vraiment à jour J, disons-le à jour J plus 1. Notre souhait c'est de pouvoir donner les résultats à jour J plus 1. Donc nous sommes en train de donner les moyens de ce point de vue-là, de ce million d'euros
pourrait effectivement nous aider à aller dans ce sens-là. Ce matériel et ce tapis financier devraient contribuer de l'avis du président de la CENI à rendre accessibles et disponibles les résultats et les listes électorales, chose qui pourra renforcer la crédibilité de l'institution et des élections à venir. L'heure est aux soutenances à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Depuis le 19 mars dernier, les étudiants en fin de formation à l'ISTIC se succèdent devant les jurys pour défendre leur mémoire de fin d'études. Jean-Emmanuel Ouedraogo s'est intéressé à la spécialisation à la rédaction de la télévision du Burkina. Son travail est jugé excellent par le jury, lui a valu la note de 18 sur 20. Maïmouna Gira, Amandine Lalsaga. La place des émissions de proximité dans l'information et la spécialisation des journalistes dans les médias publics sont les thèmes défendus à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Sékou Zongo et Jean-Emmanuel sont les impétrants du jour. La spécialisation des journalistes aujourd'hui, c'est une question essentielle parce que nous faisons face de plus en plus à un public très exigeant qui ne veut pas juste qu'on lui serve des informations brutes. Le public exige aujourd'hui des informations qui vont au-delà des faits, des informations qui tendent vers les analyses, vers les commentaires. Et donc c'était là véritablement le nœud même de notre recherche. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Nous avons eu 18 et on peut dire que véritablement, c'est la satisfaction. C'est un sujet original, intéressant. Et le candidat a montré vraiment un certain nombre de maîtrises au niveau même de la rédaction et au niveau des concepts qui ont été bien définis. Donc tout cela... Et puis il y a les réponses également qu'il a apportées au jury, parce qu'on lui a quand même posé des questions qui n'étaient pas très faciles, et il a su répondre sans gêne et sans problème. Et puis il y a aussi le recul, parce que vous savez, quand on travaille dans une maison, souvent on a le recul pour critiquer la maison, c'est pas évident, donc il a montré une certaine objectivité par rapport à tout ça. À l'ISTIC, les soutenances ont commencé ce 19 mars et vont s'achever le 27 mars prochain. Ils sont au total 18 élèves journalistes à avoir effectué 30 mois de formation de l'obtention du diplôme de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Voilà, la jeunesse étudiante catholique met à profit les congés du deuxième trimestre pour mieux préparer les examens de fin d'année. Le camp d'études et de l'examen blanc de la GEC réunit cette année un corps de milliers de jeunes venus d'une vingtaine de villes du Burkina Faso. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Les élèves du Burkina Faso sont en congé depuis le 21 mars, mais ceux de la terminale et de la troisième débutent ce jour. Le camp d'études et de l'examen blanc de la GEC, le mouvement jeunesse étudiante catholique. En 10 jours, les 3000 élèves burkinabés auront des cours d'appui et un examen blanc pour évaluer à mi-parcours le savoir reçu en salle de classe. Avec ce camp, la GEC entend contribuer à rehausser le niveau des élèves pour un meilleur rendement scolaire en fin d'année. Nous avons la chance d'avoir plusieurs de nos aînés qui travaillent dans le milieu éducatif. Alors, ils nous prêtent main forte pour l'organisation de cet examen. Nous avons aussi créé le cadre de l'examen blanc pour forger déjà les étudiants de l'université déjà à l'exercice de ce métier d'éducation. C'est essentiellement des étudiants qui composent les jurys, mais ils sont dûment formés. Dans la capitale burkinabé, ils sont environ 1500 à participer à ce camp avec un seul espoir, détecter à travers cette expérience les lacunes pour mieux affronter les examens. Durant les congés, c'est mieux toujours d'être dans le dynamisme des cours plutôt que de rester à vaquer, à ne rien faire surtout. Donc je suis venu, mais c'est plus pour tester mon niveau pour attendre l'examen final. Je veux en tout cas qu'après ce camp, j'ai les capacités nécessaires en tout cas d'être prêt pour l'examen. Le camp d'études et de l'examen blanc GEC est à sa 10e édition et verra la participation de 22 villes du Burkina Faso. Le mouvement jeunesse étudiante catholique nourrit l'ambition d'étendre ce camp à toutes les villes du pays.
Être aveugle et malvoyant et s'épanouir dans la société, c'est possible. En tout cas, c'est l'une des motivations à la base de l'organisation de la Semaine nationale des jeunes aveugles. L'activité phare de cette semaine aura été la visite rendue à la chaîne publique. Les visiteurs, malgré leur handicap, ont su mettre le doigt sur certaines réalités de la chaîne nationale. Irène Wango et Draman Guinée. En file indienne, ces aveugles et malvoyants avancent dans les locaux de la RTB. Jonathan et ses camarades ne peuvent peut-être pas voir les images à la télévision, mais ils y accordent un intérêt capital. Ainsi, ils ont visité entre autres les studios du journal télévisé et ceux de la production. Au toucher, ils développent là leur sixième sens pour comprendre le traitement de l'image. La visite à la télé aujourd'hui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce que les gens travaillent pour pouvoir passer les images à la télé? Comment est-ce que les gens s'y prennent? Franchement, je suis très contente. Je suis vraiment contente. Et surtout avec le journal où on nous dit, voilà le gars et le journaliste, où on a toujours l'impression que le journaliste passe son journal en regardant les gens. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas nous qui regardons, mais un tableau devant, un tableau écrit devant le journaliste qui lit. Moi, je suis vraiment émerveillée aujourd'hui par ce que nous avons vu. À l'issue de cette visite, ces jeunes aveugles ont organisé un atelier qui leur a permis de réfléchir sur leur contribution à l'avènement d'un véritable état de droit, garantissant la paix et la cohésion sociale. Les objectifs visés par cet atelier, c'est de nous permettre d'arriver à une inclusion réelle des personnes handicapées dans notre pays, et c'est au nom de la paix et de la cohésion sociale. Les activités de cette semaine vont prendre fin le samedi 28 mars prochain avec un dîner gala dont le but est de récolter des fonds pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà, les états généraux de la justice font pratiquement la une de tous les journaux du jour. C'est Touboum Evelyne Dabiré qui a lu pour nous la presse écrite. Tous vos quotidiens relaient ce 25 mars la cérémonie d'ouverture des états généraux de la justice. Le journal Le Quotidien écrit « La population fait le procès de la justice et prête la voix à l'association burkinabé des travailleurs déflatés qui accuse « Je porte plainte contre le service de justice ». Les résultats attendus à la sortie de ces états généraux sont une justice assainie, débarrassée du fléau de la corruption, crédible et équitable, précise l'observateur Palga. 5 questions seront alors au cœur des échanges, des thèmes à découvrir dans vos quotidiens comme le soir. Mais selon Sidoya, qui reprend les propos de Joséphine Ouedraogo, ministre en charge de la justice, au-delà de la tenue effective des états généraux de la justice et des résultats, notre quête légitime de justice devrait être accompagnée des conditions qui favorisent l'apaisement social. Alors, l'espoir est permis, conclut à ce propos aujourd'hui au Faso. Autre point à la une de vos quotidiens, le renvoi du procès de l'affaire dite des canettes périmées. Prévu pour le 24 mars, le procès a été renvoyé au vendredi 27 mars prochain. Le pays explique la principale raison évoquée. Les avocats d'Obouf ont en effet estimé que le rapport étant purement scientifique, ils auront besoin de quelqu'un pour leur expliquer son contenu et pouvoir asseoir une base solide pour la défense de leurs clients. Le procès a donc été renvoyé et selon l'observateur Palga, c'est pratiquement la mort dans l'âme que les centaines de personnes venues assister au jugement de cette affaire de canettes périmées ont quitté le palais de justice. Cependant, la traque aux faussaires doit continuer, écrit Notre Temps. Mon confrère dans ses colonnes dénonce un laisser-aller dans le domaine des aliments importés et l'État, les agents de police et de gendarmerie, le laboratoire national et les associations de consommateurs, chacun y prend pour son grade. Et Notre Temps poursuit, toutes ces structures doivent impérativement se réveiller pour remuer le doigt dans la plaie déjà puante afin d'assainir ce secteur. L'Express du Faso rapporte une chaude matinée au siège de l'Union nationale de coton du Burkina pour fait de mauvaise gestion du bureau actuel selon des frondeurs. Ce journal rapporte les faits et conclut « Ce qui est sûr, la réaction du ministère de tutelle, voire du gouvernement, est indispensable pour sauver la filière coton qui est la base de l'économie au Faso. Et le plus tôt serait le mieux. » Et puis, sachez que le Salon international de l'énergie des mines et des carrières, le SEMICA, se tiendra
au pavillon du Soleil Levant du CAO du 28 au 30 mai 2015. L'édition, qui a comme pays invité d'honneur la Suède, est placée sous le signe de la promotion des matériaux locaux et de la fourniture locale des biens et services. Et puis pour finir, je reprends pour vous ce décret présidentiel. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-004 presse trans PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, vu la loi organique numéro 11-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, le Conseil des ministres de la transition, entendu en sa séance du 25 mars 2015, décrète. Article 1. Sont nommés membres du Conseil constitutionnel pour un mandat unique de 9 ans les personnalités dont les noms suivent. Madame Aridiata Dakouré Séré, magistrat de grade terminal classe exceptionnelle à la retraite en remplacement de Madame Elisabeth Yoni, matricule 17016W, inspecteur principal du Trésor dont le mandat est arrivé à terme. Monsieur Bouraïma Sissé, commissaire de police à la retraite en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste Ilboudo, ministre plénipotentiaire dont le mandat est arrivé à terme. Monsieur Anatole Tiendrebego, ambassadeur à la retraite, ministre plénipotentiaire de grade exceptionnel en remplacement de Monsieur Salif Nebié, décédé. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. C'est signé Michel Kafando. Voilà, on s'arrête là pour l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. Mais restez avec nous pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres tout de suite après ce journal.